Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Vous savez, on imagine très souvent le monde des affaires comme une sorte de grand chaos, un gros jeu de hasard où seuls les plus chanceux s'en sortent. Eh bien, le texte fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui nous propose une vision radicalement différente. Et si le commerce, c'était en fait une science ultra précise, exactement comme la géométrie? Allez, on plonge là-dedans. Pour comprendre, l'auteur s'inspire carrément d'Euclide. En mathématiques, tout repose sur des axiomes. Ce sont des lois immuables, des vérités de base que tout le monde accepte d'emblée. La phrase « deux lignes droites ne peuvent contenir une surface », c'est le parfait exemple. L'idée de notre source, c'est que le succès en affaires repose lui aussi sur des fondations complètement indéniables. Et c'est un vrai changement de paradigme. D'un côté, on a ce mythe tenace, la chance, le hasard, le ressenti. De l'autre, on a l'ordre scientifique, des règles strictes, des axiomes, et du coup, des résultats prévisibles. En fait, l'auteur nous dit que si on lâche le mythe de la chance pour analyser les choses froidement, on peut reproduire le succès commercial à l'infini. Au menu aujourd'hui, on va définir la science des affaires, parler de la nécessité d'être deux, explorer la règle des 3 éléments, on résoudra même le cas d'école du faux billet, avant d'aborder la question cruciale du prix et les fondations du succès. On attaque direct avec la première grande loi, le premier axiome, l'absolue nécessité de l'autre. En gros, le commerce, c'est un acte fondamentalement social. Faut bien faire la distinction ici entre la fabrication et le commerce. La fabrication, on peut faire ça tout seul dans son coin. Imaginez un fermier qui se fabrique des bottes en cuir pour lui-même. C'est du beau travail, mais ce n'est pas du business. L'affaire, elle ne naît que lorsqu'il va échanger ses bottes contre le blé de son voisin. Sans société, pas de commerce. Et vu qu'il faut obligatoirement être 2 participants consentants, l'honnêteté n'est plus juste une jolie posture morale. Selon le texte, c'est une stricte nécessité mathématique pour survivre. Pour durer, une entreprise doit impérativement combler les besoins de l'acheteur. La tromperie, ça flingue la longévité à long terme. L'auteur va jusqu'à dire que répondre aux désirs de l'autre, c'est en fait la base économique de l'altruisme. Pour vous donner une idée concrète, la source cite l'histoire de Marshall Field. Ce géant américain du commerce a amassé une fortune évaluée à l'époque à 12 millions de livres. C'était astronomique. Son secret? Il appliquait ce premier axiome avec une rigueur absolue à travers sa fameuse devise « Le client a toujours raison ». Adopter le point de vue de l'autre, ça rapporte des dividendes colossaux. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers le deuxième axiome, le besoin vital d'avoir un esprit analytique pour décortiquer n'importe quelle affaire en éléments précis. Et pour vous montrer comment ça marche, on va se pencher sur un vrai petit casse-tête issu du texte, le cas du faux billet. Imaginez la scène. Un client étranger rentre dans une boutique, choisit des chaussures à 20 € et paie avec un billet de 100 €. Le marchand n'a pas de monnaie, donc il court à la banque d'à côté pour faire l'appoint. Il revient, donne les chaussures et 80 € de monnaie au client qui s'en va. Sauf que, 2 heures plus tard, la banque l'appelle. Le billet de 100 € était faux. Le marchand doit donc donner un vrai billet de 100 € à la banque. Alors, question, quelle est la perte réelle du marchand dans cette histoire? C'est fou le nombre de gens qui s'en mêlent les pinceaux ici. L'auteur nous montre qu'il faut séparer les éléments. En fait, il y a 2 transactions distinctes. Celle avec la banque est neutre, le marchand a reçu 100 € en monnaie, puis a remboursé 100 €. Zéro perte. La vraie perte, elle est uniquement avec le client. Le client est parti avec 80 vrais euros, plus une paire de chaussures qui vaut 20 €. La perte sèche, c'est donc 80 € plus les chaussures. Séparer l'information, c'est la clé. Et cette logique de division, le texte l'applique à l'entreprise elle-même. En gros, un business, c'est une trinité. Faut voir ça comme un tabouret à 3 pieds. Si on veut qu'il tienne debout de façon stable, il faut un équilibre parfait entre les 3. Concrètement, ça donne 3 profils vitaux, et chacun a un objectif totalement opposé aux autres. D'abord, le financier. Lui, il ne regarde que les profits et les relations avec les banques. Ensuite, l'industriel. Son but, c'est de réduire les coûts des matières premières et de l'usine. Et enfin, le vendeur. Lui, il est tourné vers le public, et son job, c'est de vendre le plus cher possible. D'ailleurs, l'auteur utilise des analogies géniales pour expliquer pourquoi il ne faut surtout pas mélanger ces rôles. Un industriel qui essaie de faire le boulot du vendeur, c'est comme un éléphant qui tenterait de danser la valse. Il fixera toujours ses prix trop bas. Et un vendeur qui se mêle de la production, c'est comme un chat qui essaierait de pondre des œufs, c'est juste contre nature. Allez, on passe au 3e axiome, et là on met l'humain de côté pour se concentrer sur les mathématiques pures et dures du prix. S'il y a une seule équation à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Le prix de vente est obligatoirement égal au prix de revient total plus le bénéfice. L'auteur est catégorique là-dessus. Ignorer cette formule ou vendre à perte, ce n'est pas une stratégie. C'est la garantie absolue de faire faillite. Et sur ce point, le texte avance une vision économique extrêmement tranchée. La source oppose ce qu'elle appelle le commerce véritable, qui est motivé uniquement par ce besoin de profit, au système considéré comme anti-commerce. Par exemple,
L'auteur explique que les services postaux ou certaines entités de l'État qui comblent leurs pertes avec les impôts ne sont, selon lui, tout simplement pas des entreprises. Pour bien illustrer ce danger mortel d'ignorer la formule du prix, l'auteur raconte l'histoire d'un batelier en Floride. Pour écraser la concurrence, ce gars a baissé le prix de sa traversée à un seul petit dollar. Résultat, évidemment, les clients ont afflué. Mais le prix ne couvrait plus les frais d'entretien du bateau. L'entreprise a fini par couler et son bateau a été saisi par un marchand de charbon. Et ça nous amène à une réalité assez fascinante de la tarification. En vrai, le grand public n'a aucune idée des véritables coûts de fabrication. La valeur, elle est dictée par la rareté et par le désir. L'auteur pointe un paradoxe amusant. On donne facilement quelques pièces de pourboire à un porteur de valise pour 3 minutes d'effort, alors que le même prix permet d'acheter un journal rempli d'informations du monde entier. Un coup bas, n'oubliez pas avoir un prix bas. Au contraire, parfois, un prix très élevé booste carrément les ventes parce qu'il crée du désir, comme pour les boîtes de chocolat de luxe. Nous voilà déjà à la dernière partie de notre décryptage pour consolider toutes ces lois de la géométrie commerciale. Si on récapitule, on a l'obligation d'avoir un acheteur et d'être honnête, on a la trinité des rôles pour stabiliser l'entreprise, et on a la réalité brutale de l'équation du profit. Selon l'auteur, quand on accepte ces lois rigides, le commerce n'est plus un casino incertain, ça devient une science prévisible. Et pour finir, je vous laisse sur cette réflexion super intéressante de la source étudiée aujourd'hui. Au fond, un acheteur est quelqu'un qui accorde beaucoup plus d'importance à l'objet qu'il veut qu'à l'argent qu'il doit céder pour l'avoir. Du coup, ça nous pousse à nous demander quelle est la véritable valeur d'une offre. C'est une excellente question pour conclure cette explication. J'espère que cette plongée dans les rouages du commerce vous a donné envie d'en découvrir encore plus. Merci pour votre écoute et à très vite.